Madame, monsieur, est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure de C'est un monde? J'espère. Alors c'est parti pour notre grand voyage hebdomadaire ici à Télématin. Et cette semaine, Bridget Jones. Vous me direz, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est la plus célèbre des célibataires qui fait son retour au cinéma, vous le savez. On a déjà parlé de ce film ici. Et à cette occasion, on s'est dit, tiens, si on faisait un tour du monde de la drague. Quelles sont les méthodes de séduction de nos voisins, proches ou lointains? Je sais pas, dîner aux chandelles, petit poème en alexandrin, parade nuptiale, sauter de balcon, plonger dans la piscine, enfin bref. Qui sont les rois de la tchatch et de qui s'inspire-t-il? Plutôt Don Juan ou alors, vous savez, le Jean-Claude Duss débronzé. Alors, on va voir ça avec 4 de nos correspondants et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour nous éclairer ce matin, voici nos experts du jour. Il y a Nicolas Bertrand qui nous attend à New Delhi, en haut à gauche. Marc de Chalvron qu'on rejoindra à Dakar, en haut à droite. Fanny Leterre, notre correspondante à Rio. Et Alexia Kefalas qui nous donne rendez-vous à Athènes. Alors, tout de suite, direction New Delhi. Et côté séduction, vous allez voir que les jeunes Indiens partent avec un sacré handicap. La famille. Une famille très envahissante là-bas. C'est difficile de draguer quand on a toute la smala sur le dos. Nicolas, en résumé, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est bien ça, non? Bonjour Nicolas. Oui, bonjour William, vous avez tout à fait raison. Si vous voulez draguer en Inde, en tout cas entre Indiens, il va falloir être sacrément discret, tout simplement parce que ça ne se fait pas ici, mais alors là, pas du tout. Premier cas de figure, pour ceux qui suivent à la lettre les traditions et les coutumes indiennes, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de drague du tout. Il y a cette phrase que j'entends très régulièrement ici, vous, les Occidentaux, vous tombez amoureux et puis vous vous mariez, eh bien nous nous marions et puis nous tombons amoureux. Eh bien oui, car ici, les mariages sont arrangés. Et donc la première fois que le futur marié et la future mariée vont se rencontrer, il y a les 2 familles sur le dos, compliquées, vous l'avez compris, pour draguer. Et donc la séduction, tomber amoureux, ça se passe plutôt après le mariage. Et puis deuxième cas de figure, pour les plus téméraires qui aiment bien un garçon, qui aiment bien une jeune fille, eh bien on va se draguer, mais très très lentement, un peu comme des enfants, un regard, un petit mot. Regardez ce reportage, il a été très compliqué à tourner, justement, car les amoureux ici veulent rester très très discrets. Il est signé Lucie Guenier, Émilie Gouvet à Vermelot avec un commentaire de Géraldine Lassalle. Au début d'une histoire d'amour, la page est blanche. Et pourtant, quand on parle de flirt en Inde, tout n'est pas permis, loin de là. Au pays du Kama Sutra, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Avoir une relation avant le mariage reste tabou. La cachette privilégiée des amoureux, les parcs, comme ici au cœur de New Delhi. Les ruines se transforment en temple de l'amour. À l'abri des regards, on s'enlace, s'embrasse ou se donne la main furtivement. Ces parcs, Gunendra et Stuti les connaissent bien. Leurs petits amis, ils les ont toujours cachés à leurs parents. Tu ne peux pas ramener une inconnue chez toi. Si c'est le cas, ta mère lui ferait un interrogatoire, puis appellerait son père et la mettrait dans un taxi pour la ramener chez elle. Il ne faut pas se cacher seulement de la famille. Pas question de s'embrasser en public ou de montrer des marques d'affection dans la rue. Même se prendre dans les bras, si vous n'avez pas vu votre petite amie depuis très longtemps, vous vous retrouvez à la gare par exemple, les gens autour de vous penseront que ça ne se fait pas en public. S'embrasser n'est pas accepté. Dans les campagnes, se tenir la main n'est pas accepté non plus. Ici, la grande majorité des mariages sont arrangés. Le cinéma indien s'en amuse parfois. Pas de flirt, on ne choisit pas, ce sont les parents qui organisent tout. La famille est là pour la première rencontre. Les futurs époux, eux, ne se sont pas encore vus. D'où une certaine angoisse. Même si dans les films, tout se termine bien. Les parents ont même recours à des agences spécialisées pour trouver le gendre ou l'épouse idéale, avec des critères très précis en tête. Tout le monde recherche des familles compatibles, des garçons et des filles compatibles. Ils veulent voir l'âge, la taille, le niveau d'éducation, le statut social. En Inde, les castes ont une place très importante. Alors bien entendu, les familles hindoues, par exemple, veulent marier leurs enfants avec des hindous
et les Sikhs avec des Sikhs. Pour chercher un peu d'amour, certains ont donc trouvé une parade. Depuis peu, les applications de rencontres cartonnent. Rajan est l'un de ses utilisateurs. Selon lui, elles facilitent les contacts dans une société encore très conservatrice. Quand tu t'approches d'une fille en Inde pour lui demander d'aller boire un verre ou même juste pour la saluer, elle ne répondra pas de manière sympa. Mais quand tu utilises une application de rencontre, tu lui parles quelques jours avant, ça devient donc plus facile de lui parler et de flirter. Alors bien sûr, ces applications restent confidentielles, réservées à une élite urbaine. Le flirt en Inde reste toujours un tabou et l'amour avant le mariage, un secret bien gardé. Nicolas, et ceux et celles qui décident de braver le choix de leurs parents et qui tombent amoureux, comment ça se passe? Eh bien alors là, William, cela va être très très compliqué. Tout simplement d'abord parce que vous allez aller à l'encontre de votre famille, mais également à l'encontre de toute la société indienne. Vous savez, c'est une société très très conservatrice. Ici, même si les choses bougent principalement dans les grandes villes, ici à New Delhi par exemple, il y a une association qui s'appelle Love Commando. Alors Love Commando, qu'est-ce que c'est? Eh bien justement, si des jeunes gens tombent amoureux, et que leurs parents ne veulent pas de cette union, ils peuvent appeler cette association qui va mettre à leur disposition un hébergement, voire même des conseils juridiques. Ils ont une ligne téléphonique 24 heures sur 24, mais dans la plupart des cas, même si on drague un petit peu sur les bancs de l'université, eh bien, on sait bien qu'au final, il faudra quand même écouter ses parents et il faudra quand même se résoudre au mariage arrangé. Une ligne de téléphone, SOS Amour, SOS Amour caché. Bon, on l'a vu dans le reportage, le téléphone portable est l'un des alliés de cette drague cachée, de ces amoureux-là. Est-ce que ce téléphone échappe au contrôle des parents? Il n'y a pas de, je sais pas, de confiscation, par exemple? Alors oui, dans la plupart du temps, c'est un petit peu comme en France. Le téléphone, c'est pour les ados ou les jeunes adultes, un jardin secret. On y passe beaucoup de temps via les applications, un petit peu comme en France. On se drague, on échange beaucoup de messages. Il y a parfois des relations comme ça amoureuses qui peuvent durer des années uniquement par texto, par message interposé. Mais il y a dans un village de l'ouest de l'Inde, un endroit où les jeunes filles sont interdites de téléphone portable. Il y a même une règle pour les femmes non mariées. Si elles sont surprises avec un téléphone, elles doivent payer une amende de 30 €. Il s'agit que ces jeunes filles ne se mettent pas de mauvaises idées dans la tête. Voilà, mais c'est anecdotique car dans le reste de l'Inde, c'est par téléphone et très massivement que l'on se drague et que l'on flirte, William. C'est ça le progrès, peut-être. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt. Le voyage continue maintenant à Dakar, au Sénégal, où ce sont les femmes qui mènent la danse. Oui, en ce qui concerne la séduction, vous allez voir que les Sénégalaises en connaissent un rayon. Et Marc Chalvon de Chalvon va vous répondre avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que la drague est présente dans les rues de Dakar, par exemple, ou est-ce que la religion prend le dessus? J'ai ma petite idée là-dessus, bien sûr. Bonjour Marc. Oui, bonjour William. Vous qui connaissez le Sénégal mieux que personne, vous le savez, c'est un pays très pieux, un pays musulman et un pays, il faut bien le dire, assez conservateur. Donc la drague, au sens où on peut l'entendre, c'est-à-dire un homme et une femme qui s'aguichent, qui s'abordent dans la rue, dans un café ou dans un restaurant, dans un lieu public, cela ne se fait pas trop, c'est assez mal vu. On est assez pudique ici au Sénégal, donc la drague se passe essentiellement en catimini, sur Internet par exemple. Mais cela ne veut pas dire vraiment pas que la séduction est absente du pays, au contraire, elle est omniprésente et cela se passe souvent à l'intérieur du couple. En fait, le couple est le lieu de la réinvention perpétuelle de la séduction, souvent de manière très crue. Regardez ce reportage tourné par James de Coppet. Pour toutes les femmes de Dakar, le chemin de la séduction passe nécessairement par le marché HLM et par cette petite échoppe discrète. C'est ici que l'on trouve tous les ustensiles recherchés. Ça, c'est les nuisettes. Puis pour boutique là, ça, c'est petit pain. Sans oublier le célèbre bin bin, ou l'arme fatale de la femme sénégalaise. Un cristal yi bind ko ri. Pour boutique là. Hein? Pour tak rek bëgg sa jëkkër. Waaw.
Car au Sénégal, pays conservateur, la séduction se passe avant tout entre conjoints et sort rarement de l'intimité du foyer. Bienvenue au cabinet de Kira Soumaré, profession conseillère conjugale. Donc aujourd'hui, vous me présentez comme problème que vous manquez de confiance. Vous avez remarqué cela depuis quand? Elle reçoit des femmes mariées pour leur prodiguer ses conseils, mais également pour leur proposer ses créations pour entretenir la flamme, dont évidemment le fameux bin-bin. J'aime bien ça, sans pitié. Aux inscriptions très explicites. Sans pitié. Ça, c'est un message que le mari peut voilà, lire. que le mari peut lire. Et c'est là une manière de motiver son mari toujours. Toutes les techniques sont bonnes chez les Sénégalaises pour réveiller le désir du mari sans tabou. Kira a son explication enracinée dans la culture du pays. Surtout puisqu'il y a la polygamie chez nous et les femmes qui sont en polygamie, c'est vraiment un monde de compétition, de rivalité. Il faut vraiment que je me démarque, il faut que j'assure, que je montre que c'est moi la meilleure. On est toujours à la recherche d'être la meilleure. Ngone Ndiaye est une véritable vedette dans son pays. Son passage déclenche l'hystérie. Ngone Ndiaye est la star du Lumbel, une danse traditionnelle au Sénégal. De la famille des griots, son rôle est de transmettre l'art de la séduction. Ce soir, elle fait ses courses pour son prochain spectacle, dont l'inévitable bin-bin, le collier cette fois de couleur rouge. On s'appelle ça rouge danger. Ce sont des perles, mais c'est en rouge là. Et ça, c'est dangereux. Ouh! C'est dangereux. Hein, comme ça. Après, tu fais comme ça. Ouh, ça c'est grave. Ce sont des secrets de femmes là et des secrets de chambre. Ouais. Nous sommes des vraies femmes sénégalaises. Ouais. Mais les femmes sénégalaises, elles sont discrètes, mais j'ai l'impression qu'une fois que la porte de la chambre est fermée, elles sont plus discrètes. Non. Nous sommes très graves. Non, apparemment, les femmes sénégalaises ne reculent devant rien pour plaire à leur mari, et seulement à leur mari. On est très grave. Alors Marc, la polygamie est évoquée dans ce reportage. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'elle est moins répandue aujourd'hui ? Oui, écoutez, William, de manière générale, la polygamie est en recul tout simplement parce qu'il y a un phénomène d'urbanisation qui est en cours au Sénégal, que de plus en plus de personnes viennent habiter en ville, et principalement d'ailleurs à Dakar, que ici la vie est chère et que les hommes ont bien du mal à entretenir plusieurs femmes. Mais à Dakar, il y a tout de même un phénomène nouveau qui touche les classes supérieures, les classes aisées ou les classes moyennes supérieures. À l'intérieur de cette classe-là, il y a des gens qui sont de plus en plus riches et qui peuvent de nouveau entretenir plusieurs femmes. C'est pourquoi on assiste à un retour de la polygamie à Dakar, ce qui prouve que ce phénomène est profondément ancré dans le pays. Il y a la polygamie et il y a les mariages arrangés qui sont une autre réalité forte au Sénégal. Donc il y a quand même de la place pour l'amour et le romantisme, mais au risque de vous décevoir, William, ce n'est pas l'essentiel au Sénégal. Bon, pour terminer, il paraît que pour plaire aux hommes, certaines femmes sont prêtes à mettre leur santé en danger, c'est vrai ça ? Et oui, les critères de beauté sont souvent cruels. On pense, et vous pensez, William, évidemment, au phénomène de dépigmentation de la peau, influencé par l'histoire, la culture dominante, par les films qu'elles peuvent regarder. Les femmes africaines ont tendance à vouloir se blanchir la peau avec des produits qui sont, on le sait, très nocifs. Ce n'est pas un phénomène nouveau, cela remonte à des dizaines d'années et cela reste un modèle de beauté pour de nombreuses femmes africaines. Heureusement, les choses sont en train de changer lentement. Il y a une prise de conscience, notamment chez les jeunes générations. Il y a cette idée qu'il faut être fier d'être noir et de le porter. Il y a des campagnes de sensibilisation, mais le problème reste entier. Aucun pays africain, par exemple, n'a décidé d'interdire ces produits qui permettent de blanchir la peau. Or, ces produits sont de véritables poisons. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir qu'Internet, mais vous le savez déjà, est devenu le plus grand terrain de jeu des célibataires. Alors, Julia, c'est la drague 2.0. Ça fonctionne bien, hein, ici, partout, quoi. Oui,
ça fonctionne bien sur Internet. 18 millions de célibataires en France sont comptabilisés par l'INSEE. Donc tous ces cœurs à prendre, vous imaginez bien, sont des internautes susceptibles de draguer sur la toile. Alors la drague sur Internet, ça se résume finalement à l'attitude à avoir sur les sites de rencontres. Comment choisir la bonne photo de profil, comment présenter le meilleur de soi-même. Alors, si vraiment vous voulez vous lancer dans l'aventure de la drague 2.0, il faut quand même suivre quelques règles, quelques conseils. Alors d'abord, il faut être différent, il faut se démarquer, être original. Oui, pour un profil original et sympa, non pour la photo de vous à la dernière soirée déguisée, par exemple. Ou alors, il faut être cohérent, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez sur votre profil, votre photo, votre pseudo, vos annonces, si vous attendez l'amour, vous évitez les photos équivoques ou les propos un peu tendancieux qui vont aller vers d'autres directions. Alors, on ne se dévalorise pas sur Internet, on ne se survend pas non plus, donc pas de photos avec vous avec 10 ans de moins ou 10 kilos de moins. Vous êtes honnête, vous allez droit au but. Il faut vite aller passer à la vitesse supérieure, ce qui peut paraître étonnant comme conseil, mais c'est-à-dire que plus vous passez de temps sur la toile, plus vous risquez de fantasmer une relation. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller directement à la rencontre concrète, au risque au moins d'éviter d'être dans le fantasme d'une relation virtuelle qui finalement mène à rien. Et puis évidemment, le dernier conseil, ce sera d'être prudent. Hein. Vous communiquez pas votre nom, en tout cas pas complet, ni votre numéro de téléphone, ni votre adresse. La rencontre doit avoir lieu dans un lieu public. Vous prévenez un de vos proches que vous allez à cette rencontre et vous prévoyez un plan B pour écourter le rendez-vous si ça se passe pas bien. Un plan B. Plan B. Je suis mal garé. Vous demandez à une copine de vous appeler à telle heure. Ah oui. Oh, mon père, tiens, je vais te présenter des trucs. C'est ça. Est-ce que vous avez des sites, du coup, à nous recommander ou des informations insolites sur le sujet? Alors, les informations insolites, les articles étonnants, les études un peu étranges, il y en a beaucoup sur Internet. Et en ce qui concerne la drague, il y a cet article du magazine Gradia qui est assez étonnant. Figurez-vous qu'il semblerait qu'on drague, nous, les femmes, avec nos pieds. Ce sont ni nos petites bouches en cœur ou nos joues qui rougissent ou nos battements de cils qui nous trahissent le plus. Le langage corporel le plus puissant, ce serait le mouvement des pieds. C'est seulement concernant les femmes. En gros, si vous arrivez à décoder les mouvements de pieds, vous êtes le roi du monde. Et alors, sinon, vous avez un site qui s'appelle romantiqueparis.fr, qui est une radio uniquement avec de la musique pour vous mettre dans l'ambiance si vous voulez aller draguer. Alors, amour, déclaration, des c'est pour la vie, des pour toujours. En gros, si vous venez de vous faire larguer ou de vous séparer, c'est vraiment pas le site à écouter. C'est très complet, finalement, hein? Ah ben, il y a plein de choses. Ah oui, merci. Bon, alors, une autre fois, alors. Prochaine destination, maintenant, Rio de Janeiro. Et s'il y a bien un domaine dans lequel les Brésiliens excellent, je veux dire, en plus de football, c'est la drague. Là-bas, c'est un sport de compétition. Et comme tous les sports, ça s'apprend et il y a des règles. Et puis il faut s'entraîner, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec notre correspondante sur place, Fanny Lothaire. Et il paraît que je vais devoir retourner à l'école. William, pour votre premier cours de drague, direction l'appartement de Phoenix dans la banlieue cossue de Rio. Ce professeur propose un week-end par mois des camps d'entraînement à la séduction. Comment vas-tu? Bonsoir les gars, bienvenue au 181e camp d'entraînement. Vous n'avez pas besoin de mentir ou d'exagérer votre style de vie et dire que vous faites du deltaplane. Soyez vous-même, c'est ça qui est attirant. Vous pouvez dire, putain, quelle belle nana. Ou vous pouvez dire, je vous trouve très intéressante. 300 € les 3 jours, le business de la drague se porte bien à Rio. Phoenix a déjà formé 2000 élèves et se targue d'avoir réussi à en caser plus de 70%. Toute une génération de Brésiliens un peu timides et un peu perdus. On a perdu nos références masculines. On est déboussolés et un peu infantilisés. Les hommes ont désappris à être hommes et ils croient qu'être un homme, c'est se comporter comme un macho, ce qui ne fonctionne pas du tout aujourd'hui. Il me manquait un peu de confiance. C'est pour ça que je suis là, pour apprendre à appliquer tout cela dans ma vie quotidienne et améliorer ma personnalité constamment. Et après la théorie, la pratique. Le secret de Phoenix, confronter ces timides à leur plus grande peur, l'abordage. Le soir en boîte, les femmes viennent pour séduire. Elles attendent forcément un compliment, un regard. La journée dans la rue, ce n'est pas le cas. Vous avez donc un avantage. Mon nom est Eduardo, enchanté. Non merci. Vous êtes très belle.
Mais la technique ne rencontre pas beaucoup de succès. Sans doute la faute au charme de ma collègue derrière la caméra. Tout ça, c'est de la comédie, parce que celle que je veux vraiment, c'est toi. Pas si timide que ça, les Brésiliens. Plutôt franchement direct, osé, un brin poussif. Sur la toile, les conseils pour draguer une femme pullulent. Experts en tout genre divulguent leurs conseils. Et parmi eux... Bonjour tout le monde, je suis Alexis, je suis français, j'habite depuis 10 ans au Brésil et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. C'est parti! Alexis le français, un jeune youtubeur de São Paulo, marié à une brésilienne, l'auteur de cette vidéo à succès. Les Brésiliens me demandent souvent: Hé Alexis, dis-nous, comment on fait pour draguer une Française? Partage ton savoir, l'ami. Expert en différences culturelles entre les deux continents et entre les deux modes de séduction. Ce que disait effectivement, je pense que le bisou... Le Brésilien aime donner des bisous et donc le bisou ne veut pas forcément dire quelque chose de défini, de clair chez le Brésilien. Ouais. Si tu penses que le bisou, voilà, ça veut dire qu'on est dans une relation, non pas du tout, pas chez le Brésilien. Célibataire en vacances, si vous voulez sortir avec une Brésilienne, voici le b.a.-ba d'Alexis. Pour une Brésilienne, le français, il prend pas de douche. Donc prenez une douche, première chose, parce qu'ils vont vous demander si vous prenez une douche. Deuxième chose, elle pense que les Français, en général, ils sont homosexuels, hein, trop délicats. Donc si vous voulez sortir avec, faut y aller les gars, hein, perdez pas de temps. Alors la réputation du français, pas très nette, c'est pas nouveau ça. Bon, à vérifier. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Fanny. À très bientôt. Retour dans l'Hexagone, à présent avec Elissa Arfaoui. On va s'intéresser à notre façon de séduire. Pour commencer, est-ce qu'il y a une drague, comme on l'a vu dans le reportage précédent, est-ce qu'il y a une drague à la française? Oui. La légende veut effectivement qu'il y ait une drague à la française. Et en fait, on doit cette réputation déjà à l'image de Paris, la capitale française, qui est la capitale, la ville de l'amour. Et ensuite, on a un petit héritage littéraire quand même, ce n'est pas rien, parce que regardez, si vous prenez dans le désordre, Guillaume Apollinaire, Musset, Stendhal, Victor Hugo, Paul Éluard, ils sont tous célèbres, ces écrivains dans le monde entier, pour les textes enflammés qu'ils ont écrits aux femmes dont ils étaient épris pour les séduire. Et bien du coup, le Frenchie va disposer comme ça d'une petite réputation un peu romantique, poétique, séducteur. Est-ce que la légende dit vrai? C'est un petit peu plus compliqué, elle est peut-être même un petit peu dépassée. Pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire draguer finalement aujourd'hui? Draguer, c'est aborder quelqu'un, tenter une approche en finesse ou avec lourdeur. Mais cette définition-là, en fait, elle est très jeune, elle est très contemporaine. Avant, si on remonte un peu le temps, ne serait-ce que celui de nos auteurs, en fait, on ne draguait pas, on séduisait, on faisait la cour et ça pouvait durer une éternité. Mais la drague, comme vous venez de dire, ou autrefois, faire la cour, hein, puisque c'était ça, ça remonte à quand? Alors, la séduction, elle remonte à la nuit des temps. Et on peut peut-être même parler de la Genèse, William, parce que Ève elle-même n'a-t-elle pas été séduite finalement par le serpent? Elle a craqué et croqué le fruit défendu. Donc on peut effectivement remonter très loin. Ensuite, si on le fait en accéléré, regardez, parlons du poète latin Ovide, qui avait quand même publié cette énorme œuvre, L'Art d'aimer. L'Art d'aimer, c'est une initiation à la séduction. Et c'est quand même un ouvrage internationalement connu. Ce que ça veut dire qu'en fait, à cette époque déjà, en l'an 1, non seulement on s'intéressait à la séduction, mais en plus on apprenait à séduire. Ensuite, on peut parler du Moyen-Âge. Chaque période, en fait, avait sa stratégie. Au Moyen-Âge, on parlait, pour parler de la séduction, on parlait d'amour courtois. Et c'était une invention de la chevalerie. Et pourquoi est-ce que la chevalerie s'était approprié le concept de l'amour? De l'amour courtois, parce qu'il fallait être fort, il fallait séduire ses dames, il fallait faire preuve de bravoure. Ensuite, vous aviez évidemment la Renaissance, on parlait de galanterie, ou la période des Lumières, où là, il fallait, on injectait la notion de désir dans la séduction. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque période, l'amour et la séduction évoluaient avec les us et coutumes et la littérature de la société. Alors aujourd'hui, la drague, ça ressemble à quoi? Là, ça pique un petit peu, parce que pour l'essentiel, la drague, ça ressemble à un écran d'ordinateur, un clavier et puis une souris, William. Voilà. Ou sinon à une application sur un smartphone. Ce que l'on sait, c'est qu'en fait, nos modes de vie ont considérablement modifié nos modes de séduction. C'est plutôt informatisé. Alors maintenant, est-ce que c'est l'avènement d'Internet qui est venu rendre les gens handicapés, entre guillemets, de la séduction en chair ou en os? Ou est-ce que ça rencontre un énorme succès parce que, justement, les gens ne savent plus se séduire et discuter en réalité? C'est assez difficile à dire. En tout cas,
Le constat, c'est que exit la poésie, exit les grands lyrismes et tout doit être très rapide. On drague à l'image de notre société, donc une société de consommation. Tout doit être rapide, efficace. Et s'il n'y a pas un retour sur investissement rapide, on passe à autre chose. Néanmoins, peut-être que la séduction n'a pas encore dit son dernier mot. Si on se réfère en tout cas aux ventes de livres qui parlent d'amour et de séduction, on se dit que peut-être qu'un jour elle reviendra au goût du jour. Ouais, c'est pas foutu. Merci beaucoup. Merci à vous. Anissa, experte. Allez, le voyage continue tout de suite, cap sur la Grèce. Alors là-bas, pour donner un petit coup de pouce à Aphrodite, vous la connaissez bien, c'est la déesse de l'amour, les hommes ont mis au point une méthode de séduction quasi infaillible. Alors vous allez voir. Alexia, ça s'appelle comment cette botte secrète? Parce que ici, je vous dis tout de suite qu'on va prendre des notes. Bonjour Alexia. Oui, j'imagine. Bonjour William, bonjour. Eh bien écoutez, la méthode de séduction grecque a un nom, ça s'appelle le kamaki. Alors ce n'est pas du tout un mot japonais, kamaki, pas du tout, c'est un mot grec qui signifie littéralement la flèche du harpon. Parce que les hommes harponnent, toute proportion gardée William, les femmes et justement arrivent à les séduire. C'est un phénomène qui a explosé littéralement quand le tourisme a commencé à exploser en Grèce, c'est-à-dire au milieu des années 70, entre 67 et 74, pendant les années noires de la dictature. Et c'est à ce moment-là que le phénomène naît. Pourquoi? Eh bien parce que les Grecs, ces dragueurs de cartes postales, n'ont qu'une obsession à ce moment-là. Eh bien c'est conquérir les belles étrangères, celles qui viennent justement un peu de toute l'Europe. Et ils n'ont donc que cette obsession. Et d'ailleurs, il faut chercher la femme, chercher à tout prix la femme. C'est d'ailleurs le titre d'une chanson très célèbre de cette époque. Bon, alors après la théorie, la pratique, c'est quoi donc la marche à suivre? Alors, prenez un stylo et un papier, William, et notez. Il faut d'abord écrire votre plus beau poème. Attention, 4 vers maximum, si possible dans un anglais approximatif, et vous expliquez à une jeune femme qui se balade sur la plage qu'elle est la plus belle des sirènes, que si Aphrodite la voyait, eh bien elle serait folle de rage devant sa beauté. Bref, du baratin. Alors pourquoi le baratin? Eh bien parce que c'est justement ce que venaient chercher les touristes surtout venus du nord de l'Europe. Elles étaient tellement accros à cette méthode de kamaki qu'à la fin des années 80, pendant la grande crise du sida et des transfusions, eh bien les Grecs ont arrêté tout simplement le kamaki, et c'est alors qu'on a vu en plein mois d'août sur l'île de Rhodes une manifestation de touristes venus du nord de l'Europe demandant le kamaki back, c'est-à-dire le retour du kamaki. Alors aujourd'hui, la méthode a quand même bien évolué, d'ailleurs un peu trop, elle a presque disparu, même si certains veulent y croire, comme vous allez le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Haris Katiyanis. En Grèce, la drague, le kamaki, rime avec vacances d'été. La saison touristique de fin avril à mi-novembre est assez longue pour un maximum de conquêtes. Akis le sait bien, il est marié à Catherine, une Française depuis 20 ans, et c'est grâce au kamaki qu'ils se sont trouvés. Elle me plaisait, donc quand une femme te plaît, tu mets toutes tes armes devant, tu fais quoi. Déjà le fait d'être grec, c'est une arme. Moi, chez moi, ça a duré plus qu'une semaine, ça a été très lent. Très lent. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui font ça en 24 heures, en une nuit, en 2 nuits, etc. La recette du charme grec, c'est justement ce que l'on veut comprendre. On donne beaucoup d'importance à la femme, tu vois. Et en plus, je pense qu'on est 2 amants valables. En même temps, on lui ouvre la porte, on lui offre les fleurs, on paye les factures tout le temps du restaurant. On ne laisse jamais une femme payer une facture. Elle est au niveau égal avec l'homme. Et je pense qu'elles aiment ça. La méthode était pour le moins efficace il y a 30 ans, à l'époque de la liberté sexuelle. D'habitude, elles sont venues en vacances, donc elles ont une semaine. À une semaine, il faut qu'elles vivent son histoire d'amour. Donc on essaye dans la semaine de faire le cercle Roméo et Juliette. Il y en a qui faisaient l'arrivée aux aéroports, aux charters. Ils savaient quand est-ce que ça arrive les Suédoises, quand est-ce que ça arrive les Allemandes, quand est-ce que ça arrive les Françaises. Elles faisaient l'accueil à l'aéroport. Et il y avait les locations de voitures d'un côté, le transport de bus des agents de voyage de l'autre côté, et puis il y avait les kamaki qui attendaient aussi. Il n'y avait pas besoin de connaître la langue parfaitement, comme le montre ce film grec du début des années 80, au dialogue resté très célèbre encore aujourd'hui. Parlez-vous français? Oui. Oui. Moi, non, parler français.
Le kamaki est aujourd'hui en pente descendante. C'est un coup dur, surtout pour la virilité masculine. C'est le complexe de l'homme grec. Il faut qu'il soit viril. Il va être plus homme que les autres hommes. Oui, c'est notre concurrence avec les autres pays latins. Les Espagnols, les Italiens. Ici, dans ce café, on joue au koboloi, un passe-temps marquant le côté mangas de l'homme, son côté viril. Ça a toujours été. Les femmes qui me voient avec mon koboloi savent que je suis un mangas et que je fais du kamaki. Elles sont donc attirées, un point c'est tout. Le kamaki, pour eux, n'est donc pas mort, il est juste endormi. Merci Alexis Abbé. L'ancienne génération là n'a pas complètement transmis son savoir-faire alors aux plus jeunes. C'est justement le problème, William, parce qu'en fait, la nouvelle génération maintenant en Grèce parle plusieurs langues, parle parfaitement le français, l'anglais ou encore l'allemand. Ensuite, il y a Internet qui limite véritablement les rencontres fortuites. Et enfin, il y a le phénomène des touristes maintenant en Grèce qui vont dans ces hôtels qui s'appellent en anglais all inclusive, c'est-à-dire tout compris. Et donc, ils ne sortent pas de l'hôtel, du petit déjeuner au dîner. Ils ont toutes les activités à l'intérieur. Donc, eh bien, ça les empêche de s'aventurer dans les ruelles des petites îles grecques et justement de succomber au charme grec qui est encore vivant, hein, mais il est bien différent. Juste un petit mot, puisqu'on a la chance de voir derrière vous le Parthénon. Les travaux continuent visiblement, non ? Oui, maintenant c'est la façade nord qui est en rénovation. Je pense qu'on arrivera à voir enfin le Parthénon rénové d'ici une trentaine d'années. Bon, rendez-vous dans une trentaine d'années. Peut-être. Exactement, William, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Alexia. À très bientôt. Madame, monsieur, fin du coaching. Merci à nos 4 correspondants et correspondantes de nous avoir éclairés sur les techniques de drague aux 4 coins du monde. Maintenant, à vous de jouer la semaine prochaine. Un thème très différent.